Alors, rebonjour à tous. Alors, rebonjour Olivier. Ah, bonjour Pierre. Alors, normalement, j'aurais dû commencer en disant que c'était une première, mais là, en fait, j'ai commencé en disant que c'était une deuxième, puisqu'on a déjà fait une première, juste Olivier et moi, avant cela. Bref, nous voici live sur Facebook. On testait aujourd'hui, avec manifestement quelques petites surprises, une plateforme de diffusion qui s'appelle IKM Live, et qui crée un petit décalage entre ce qu'on enregistre et ce que vous voyez à l'écran, ce qui nous empêche de prendre vos questions au fur et à mesure. Donc, publiez-les quand même, mettez vos questions si vous en avez dans la section commentaires. On prendra un moment à la fin de la conversation pour y répondre. Donc aujourd'hui, en fait, on est là pour parler de réunions efficaces. Et on entend en fait évidemment beaucoup parler en ce moment de pivot virtuel, de réinvention. On nous dit même qu'il faudrait oublier tout ce qu'on sait sur l'organisation des événements et que toutes les règles d'avant ne valent plus aujourd'hui. Chez Ulisum, on n'est pas vraiment d'accord avec ça. On pense qu'au contraire, il y a des bonnes habitudes qui viennent du monde des événements en personne, qui en réalité transcendent les formats et s'appliquent d'autant plus en réalité dans l'espace virtuel. Donc c'est ça qu'on va parler aujourd'hui sous forme d'un aide-mémoire, d'une checklist, un pense-bête pour nous aider, vous comme nous, à organiser des réunions plus efficaces. Et, spoiler alert, on va vous dire beaucoup de choses qui vont peut-être sembler comme des évidences et du bon sens. Posez-vous toutefois la question, à chaque fois que ça vous paraît évident, de vous demander si dans vos propres réunions, vous faites ces choses-là. Et vous vous rendrez peut-être compte qu'il y a beaucoup de ces choses qui vont sans dire, mais qui vont beaucoup mieux en les disant. Donc là-dessus, on va peut-être d'abord, Olivier, si tu le permets, on va commencer par peut-être présenter un petit peu Ulisum, prenons pas pour acquis que tout le monde ici sait qui on est. Je vais être assez rapide. Il y a maintenant un peu moins de 10 ans déjà. Le fondateur d'Ulisum, Stéphane Martel, va voir ces deux Montréal en lui disant on aimerait que les congressistes internationaux que vous accueillez, on puisse les faire rencontrer les talents d'ici. Et on aimerait créer ces liens entre ces gens qui viennent à aéroport, hôtel, congrès, mais qui ne connaissent pas Montréal, le Montréal que nous on aime. Stéphane s'est alors fait prendre par l'équipe organisateur. On a besoin de toi plutôt à l'intérieur de l'événement. Il est resté pendant 3 ans à monter toutes ces dynamiques collaboratives de plateformes, de maillage, d'ateliers collaboratifs, de concierges extraordinaires. Moi, je l'ai retrouvé dans cette aventure. Et puis, en 2015, on a décidé de partir tous les deux pour pouvoir proposer toutes ces dynamiques collaboratives aux autres organisateurs d'événements à Montréal. On travaille toujours avec C2, on a travaillé avec Expo Entrepreneur, on a travaillé avec le Coopératon, tous ces grands événements rassembleurs et coopératifs. On a aussi accueilli des délégations de gens d'affaires internationaux et on les accompagne, ces délégations de gens d'affaires aussi à l'international, comme on l'a fait au Japon, comme on l'a fait en France, comme on l'a fait aux États-Unis. On anime, enfin, c'est notre troisième corps de métier, des communautés locales. On veut connaître les talents d'ici. On a travaillé dans le cadre de Je fais Montréal. On travaille toujours avec le parcours PME Innovation de la ville de Montréal. Et enfin, on va lancer bientôt une série de webinaires pour conseiller les organisateurs d'événements ou les meeting planners dans la stratégie et l'opérationnalisation de leur événement. Donc ça, c'est une nouvelle offre qui va sortir, qui va commencer par des webinaires, ensuite des ateliers, ensuite une personnalisation vraiment de ces événements qui vont obligatoirement, avec ce qui se passe en ce moment, avec ce que l'on vit, devoir évoluer d'un monde réel à un monde virtuel ou entre les deux. Donc voilà ce qu'on fait chez Ulisum. Et dans ce cadre-là, on a reçu de la part du Fairmont Reine-Élisabeth un mandat pour les aider à développer leur offre de services en lien avec les salles de réunion Collab 3, qui sont des salles de réunion qui ont été redesignées il y a quelques années à peine, qui sont absolument magnifiques et qui ont été, dans lesquelles ont été intégrés certains objets comme des tables de ping-pong ou comme des balançoires. Et c'est vrai que pour un organisateur d'événements classiques, ça fait pas trop de bon sens, ils savent pas trop comment utiliser ça. Et ben nous, on a su développer cette nouvelle offre pour pouvoir mettre de l'avant ces objets et leur permettre d'avoir un sens réel dans le cadre de l'organisation d'un événement. Pour ça, on a dû revenir à la source de ce qu'est une rencontre réussie. Et c'est ça qu'on veut vous partager aujourd'hui, ces fameuses checklists de choses à faire pour vous quasi garantir le succès d'une rencontre. Pierre, quelles sont ces 5 étapes?
J'allais justement enclencher sur la suite. Avant d'énoncer les 5 étapes, je vais quand même rendre à César ce qui lui appartient et donner le crédit à nos sources d'inspiration principales. En réalité, il y en a 3. Comet Meetings, qui est une société d'exploitation d'espaces de rencontres à Paris, des espaces créatifs innovants. Et cette société a aussi rédigé une méthode, la cométhode, qui est un guide des réunions réussies. D'ailleurs, au passage, dans les commentaires sous la vidéo, notre collègue Margot, qui est dans les coulisses, salut Margot, va vous publier les liens des différentes sources, des références, de tout ce qu'on dit, pour que vous puissiez aller les consulter par la suite. Donc, Comet Meetings, mais également, géographiquement plus proche de nous, Talsom, une firme montréalaise spécialisée en transformation digitale, et une école danoise aussi, Chaos Pilot, qui a conçu un modèle de conception d'expérience en 5 étapes. Et c'est ce qui nous a inspiré à créer ce cadre de référence des réunions réussies en 5 étapes. Ces 5 étapes, roulement de tambour, choisir, accueillir, engager, conclure et donner suite. On va vous présenter chacune de ces étapes avec pour chaque 2 ou 3 mots-clés, éléments vraiment clés, et des exemples. Olivier, je vais te laisser embarquer sur la première, choisir. Oui, la première est fondamentale. La première, pourquoi une réunion? Pourquoi est-ce qu'on organise cette réunion? Et si les participants de la réunion étaient vos clients? Et si vous faisiez l'effort de correctement bien nommer cette rencontre et de donner les objectifs clairs en quelques lignes à l'intérieur de l'invitation? Vous verrez à quel point les personnes se sentent obligées, entre guillemets, de venir, obligées dans le bon sens du terme. Ils vont être capables de pouvoir convaincre leur environnement qu'il faut qu'ils y aillent parce que c'est une réunion stratégique. Ils vont mieux comprendre à travers le descriptif dans quel état d'esprit on souhaite qu'ils viennent. Il faut que l'on soit aussi capable de chercher les bonnes personnes. Des réunions à 20, 30 ou 40 pour que tout le monde soit au courant, c'est pas ce qu'il y a de plus productif. Choisissez des personnes qui vont être capables de devenir des relais et responsabilisez-les là-dessus. Comme ça, ils vont être fiers, heureux. C'est clair dans leur tête de pourquoi est-ce qu'ils viennent et c'est clair dans leur tête qu'il va falloir qu'ils redistribuent une information précieuse. Donc, ils vont être encore plus attentifs. Enfin, il y a quand même une différence entre le réel et le virtuel, puisque dans le réel, j'ai envie de dire qu'un organisateur d'événements, il fait un peu de tout. Il envoie l'invitation, il prend des notes, il dirige la rencontre. Dans le virtuel, c'est beaucoup plus compliqué parce que, comme vous le voyez, l'aspect technologique est beaucoup plus d'ampleur. Donc, il faut que vous puissiez vous organiser pour que vous dispatchiez des rôles entre le responsable au niveau des technos, la personne qui prend des notes et vous qui animez. C'est un conseil qu'on vous donne. Ça dépend naturellement de l'importance de la rencontre, mais plus elle est importante, plus il faut que vous ayez les garanties d'une rencontre réussie. Et ces 3 points, de bien vendre votre rencontre, de choisir les bonnes personnes et d'attribuer des rôles clairs, ça c'est la base. Pour ensuite en arriver à la deuxième étape qui est l'accueil. Absolument. L'accueil qui, en situation virtuelle, devrait se concevoir et s'approcher de la même façon qu'on le fait dans les événements en personne. On l'a tous vécu, des réunions virtuelles où, entre le moment où on se connecte et le début officiel de la rencontre, il y a un petit malaise qui plane, pas trop de bruit, silence, les gens ne savent pas trop s'ils parlent, ils regardent leur téléphone, on attend patiemment que ça débute. On ne fait pas ça en fait dans les réunions en personne. Le premier participant franchit la porte, on se salue, on se dit bonjour, on échange quelques mots, on prend un café, quelque chose. Il n'y a rien qui nous empêche en fait de reproduire proactivement en fait la même démarche. Par exemple, dans les événements en personne, généralement, on commande tous sur soit le temps qu'il fait, soit le temps que ça nous a pris d'arriver. Il y avait de la circulation, il y avait un monde dans le métro, j'ai loupé le bus, etc. Bon, là évidemment qu'aujourd'hui, le trajet entre la maison et le bureau est inexistant. Par contre, nos environnements ont changé. Donc, pourquoi ne pas remplacer les commentaires sur le temps de trajet par une visite virtuelle de nos bureaux respectifs? Comme vous pouvez le voir, je suis dans la chambre de ma fille. Pas plus tard qu'hier, j'assistais à un webinaire sur lequel intervenait le directeur des événements stratégiques Asie-Pacifique de Salesforce, donc clairement pas la petite PME du coin. Lui faisait son intervention depuis la chambre de son fils. On est tous dans ce genre de situation, puis quelque part, c'est cette authenticité-là qui va venir briser la glace, donc autant créer ces petits moments de partage un petit peu
J'allais dire futile, mais c'est même pas ça, conviviaux. Puis si c'est pas le tour du bureau, c'est la présentation des animaux de compagnie. Tout le monde monte son chat, son chien, et puis on crée ce petit moment de légèreté avant de tomber dans le vif du sujet. Et puis si pour une raison X ou Y, la conversation avant de débuter ne se prête pas à votre dispositif technologique ou à je ne sais quelle raison, vous pouvez toujours juste mettre de la musique histoire de créer un environnement convivial et invitant. Une fois que cette convivialité-là est établie, il faut poser des règles du jeu. Il faut que ces règles du jeu, elles émanent autant de l'organisateur de l'événement que des participants. L'organisateur va demander à ce que tout le monde se connecte avec la caméra allumée pour qu'on puisse se voir, mais le micro coupé pour éviter les interférences sonores, ce genre de choses-là. Il faut aussi que les participants aient l'opportunité de se prononcer sur des contraintes qui viennent de leur côté. Est-ce qu'ils attendent une livraison très importante qui ne peut pas se placer à un autre moment que pendant la réunion qu'on est en train d'avoir? Est-ce qu'aujourd'hui est une journée où les enfants sont un petit peu plus bruyants? Est-ce que la connexion est un peu plus mauvaise? Je ne sais pas. Ce genre de contraintes-là qui vont quelque part interférer avec le déroulement, si elles sont connues d'avance, elles auront finalement très peu d'impact sur la fluidité. Et une fois que ces règles sont établies, il faut assurer une compréhension commune, une compréhension de la raison d'être de la réunion, rappeler pourquoi on est là, quels objectifs on souhaite atteindre, comment ça va se passer. Ne prenons pas pour acquis qu'une invitation qui a été envoyée 3 semaines avant la réunion est encore à l'esprit des participants. Les participants, ils ont cliqué 1 minute avant l'heure de la réunion sur le lien qui est dans leur calendrier. Et puis s'ils se souviennent pourquoi ils sont là, c'est déjà c'est déjà pas mal de chemin de parcouru. Donc il faut rappeler ces objectifs à atteindre. Il faut également être très clair, donner beaucoup de visibilité sur le déroulement. Que l'on soit là pour 45 minutes ou pour 3 heures, il faut qu'on sache dans quelle direction on va, quelles vont être les étapes, les moments de pause s'il y en a, et il faut qu'il y en ait. Olivier va en reparler tout à l'heure. Donc c'est important que cette visibilité-là soit donnée pour permettre aux participants d'anticiper, d'envisager ce qui va se passer. Très important également d'assurer une compréhension partagée de la présence de chacun. Donc pourquoi est-ce que les personnes qu'on voit à l'écran sont les personnes qui sont là? Et dans le monde physique, celles qui sont autour de la table. Pourquoi un tel, pourquoi une telle, et pourquoi pas d'autres? Donc rappeler le rôle de chacun et puis la contribution attendue de chacun des participants. Et ne prenons pas pour acquis que parce que l'organisateur énonce tout ça, tout est compris des participants. Donc donner l'opportunité aux participants de s'exprimer en fait sur leur compréhension des choses. Je comprends que moi aujourd'hui je viens jouer tel rôle, je suis là parce que j'ai telle expertise, telle compétence, et puis mes propres attentes à moi par rapport à ce qu'on vient faire, c'est ta. Donc assurer que les objectifs soient non seulement partagés, mais émanent également des participants. Donc, une fois qu'on a accueilli tout le monde comme il se doit, hein, on les a reçus, qu'on a établi des règles et qu'on a garanti cette compréhension commune et que tout le monde est sur la même ligne de départ, Oli, je te vole ton punch, et ben on les engage. Et donc là, je te laisse y aller. Ouais. Donc, on est sur la même ligne de départ, on part tous dans la même direction. Merci Pierre. Comment est-ce qu'on s'assure que tout le monde est bien présent mentalement? Comment est-ce qu'on s'assure qu'ils donnent leur maximum? C'est clair que le rappel des objectifs et le rappel du processus, c'est quelque chose qui est important à refaire en permanence parce qu'une fois qu'on plonge, on ne sait plus trop où on en est, on a l'impression qu'on tourne en rond. Assurez-vous en tant que lead de réunion que tout le monde sait d'où ils viennent, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils vont. Assurez-vous que chacun prenne la parole en fonction du pourquoi ils sont là. Ça va les responsabiliser, ça va vous assurer que leur attention est totale parce qu'à tout moment, il faut qu'ils jumpent à l'intérieur de la discussion. Et enfin, soyez attentifs au niveau d'énergie de chacun. C'est sûr qu'on l'a tous vécu. À un moment donné, il y a ça qui débarque. Et puis, au secours, parce que vous sentez que les gens sont plus là, vous sentez que l'énergie descend, vous savez pas trop quoi faire pour les ramener. Là, les solutions qu'on vous donne sont pas mentales, mais sont physiques. Les gens ont besoin de se réénergiser. Les participants ont besoin de se réénergiser. Faites des pauses. C'est sûr que ça dépend de la longueur totale de la réunion. La pause doit aussi s'adapter en termes de durée. On vous dira pas de les faire tous les 20 ou 30 minutes. Moi, le conseil que je vous donne, c'est qu'à l'intérieur du plan de match, à l'intérieur de l'ordre du jour, il y a des moments clés. Une fois que ces moments clés sont passés, faites la pause pour leur permettre de se réénergiser. Ces pauses peuvent être complètement libres. Allez vous prendre à boire, allez vous prendre un café, allez faire vos besoins, ou peuvent être animées. Et c'est là où, effectivement, quand on commence à s'étirer, si on le fait tout seul et que tout le monde le voit, on a l'air ridicule.
Sauf que si tout le monde le fait, ça peut devenir un moment le fun où vous êtes conscient du besoin qu'ont chacun de bouger sur sa chaise. Et Dieu sait qu'en ce moment, on reste assis sur notre chaise très, très longtemps pendant la journée. Vous pouvez aussi, lorsque vous avez un repas, vous faire livrer ce repas chez eux. Vous organisez avec une entreprise et puis en même temps, ils se voient livrer leur repas. Ils sont contents, ça les amène dans une bonne énergie et puis ça vous permet de pouvoir faire durer l'attention qu'ils ont sur la rencontre. Donc, c'est vraiment des petits trucs qui sont aussi bien en lien avec le mental qu'avec le physique, mais qui vous assurent que l'ensemble des participants restent concentrés sur ce que vous leur demandez de faire jusqu'à la fin de la réunion. D'ailleurs, à ce sujet, si ceux qui nous écoutent, si vous avez des idées ou déjà des pratiques en matière d'animation de pause, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est toujours chouette d'échanger des idées des uns et des autres là-dessus. Quand on arrive à la fin de la rencontre, bien souvent, ce qui se passe pour beaucoup de réunions, c'est qu'on les fait dans un créneau horaire fixe, déterminé, et à l'approche de la fin du temps imparti, on se précipite de terminer, de se dépêcher, et la conclusion passe souvent à la trappe ou elle est au mieux bâclée parce qu'on a manqué de temps pour le faire. Or, la conclusion est une étape cruciale parce qu'elle permet de résumer et de faire ressortir en fait les points clés, ce qui a été accompli, ce qui est ressorti et ce qui va donner suite à des actions à entreprendre, actions qu'il faut également spécifier et préciser. Donc très important de faire ce retour sur ce qui a été fait. Très important également de reconnaître la contribution des participants. Tout ce qui a pu être accompli pendant cette réunion, c'est pas fait tout seul, c'est pas quelque chose de spontané, c'est le résultat d'une implication en temps, en jus de cerveau, en effort de la part des participants. Il faut reconnaître cette contribution et remercier les parties prenantes pour leur temps. Et également prendre le pouls de ces participants, également les solliciter en fait sur leur ressenti. Pas juste savoir s'ils ont aimé le repas qu'on a fait livrer ou s'ils trouvent que le chien de leur voisin est joli, mais s'il y a des zones d'ombre, des inconforts, quelque chose qui mérite une clarification supplémentaire, toutes ces choses-là doivent être adressées et clarifiées. Donc c'est bien important que la rétroaction ne soit pas le simple fait de l'organisateur, mais un exercice collectif de la part de tous les participants. Puis, la dernière étape, celle qui consiste à donner suite à la réunion, qui est en fait la seule étape qui finalement succède à la réunion et se déroule après, c'est le suivi. Et pourquoi c'est important ? Déjà parce que si votre réunion n'a pas besoin de quoi que ce soit par la suite, c'est probablement qu'elle n'avait pas vraiment lieu d'être. Il y a peu de réunions qui se suffisent à elles-mêmes et à laquelle ne succèdent pas les actions. Il y a toujours des choses à faire après, que ce soit un brainstorm, une négociation, il y a des choses à entreprendre. Il faut que ces prochaines étapes soient réitérées. En même temps qu'elles sont réitérées, il faut que le compte-rendu, le bilan, la synthèse de la rencontre soit lui-même partagé aux participants pour que tout le monde, surtout ceux qui sont responsables d'actions à entreprendre, puissent se remettre le contexte de leur mission en tête. Et puis après, il faut faire le suivi et faire des relances. C'est d'autant plus important, je pense, dans l'espace virtuel et dans le contexte actuel, parce qu'on a pu ce rappel visuel, physique, de croiser nos collaborateurs ou nos collègues dans les couloirs, au bureau, et de se dire « Ah ouais, tiens, il faut que je pense à produire tel rapport ou tel truc pour telle réunion ». Ça, on ne l'a pas. Donc, comme on perd ce rappel visuel-là, on passe facilement de quelque chose à un truc à un autre. Et il est important que les suivis soient très, très, très serrés dans notre espace virtuel. Voilà. Donc, en parlant de suivi, peut-être qu'on pourrait peut-être faire un peu le suivi avec vos questions, voir s'il y en a. Olivier, est-ce que tu veux te lancer ? Alors, première question de Valentine. Comment rappeler aux participants l'événement de manière invitante ? La réponse est dans ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est dans le descriptif de l'invitation. Plus elle sera précise sur ce que vous attendez d'eux et ce qu'ils vont retenir, ce qu'ils vont repartir avec de cette rencontre. Le What's in it for them se doit d'être fort à l'intérieur de l'invitation. Plus vous aurez de réflexion sur le titre et le descriptif, plus vous allez vous assurer que les gens se sentent concernés et seront présents. Et effectivement, ça nécessite qu'il y ait des rappels la veille
Mais le rappel, théoriquement, il va être d'autant plus facile que vous allez être capable de dire « j'ai vraiment besoin de toi, je te l'ai dit dès le départ, tu vas venir avec cet élément-là qui est fondamental par rapport à l'objectif ». Un complément à ça, Olivier, dans le rappel, et qui me permet de faire le pont sur un autre élément important. Le rappel est l'occasion aussi de donner des éléments supplémentaires que les participants se doivent d'avoir à l'esprit avant de commencer la réunion. C'est-à-dire que pour que les réunions soient efficaces, et c'est vrai autant en personne que pour les réunions en ligne, plus les informations, le contexte des informations peut être communiqué, le contexte de la réunion peut être communiqué en amont, plus la réunion sera efficace et plus les participants se sentiront engagés parce qu'ils auront déjà pu prendre connaissance de la matière au préalable. Quentin nous pose la question suivante. Ces règles sont-elles valables aussi pour les webinaires ou uniquement pour les réunions internes? Les deux, mon capitaine. Les deux, c'est valable pour toutes les réunions. Alors après, le degré d'intensité avec lequel on va appliquer chacune des règles peut varier selon l'importance stratégique de la réunion. Peut-être qu'il y a certains éléments sur lesquels on va mettre un tout petit peu moins d'efforts. Évidemment qu'on ne va pas livrer des repas à chaque réunion. Ça, on va peut-être se garder pour certaines choses. Mais l'intention, elle, par contre, doit rester la même. Le besoin de garantir une compréhension des objectifs, un engagement des participants, des parties prenantes, ça vaut autant pour des réunions hebdomadaires en équipe que pour des webinaires devant des dizaines de milliers de personnes. Quelle autre question? On continue. Ouais, vas-y. Jean-Baptiste nous demande, pour les arrière-plans de caméra, que pensez-vous des systèmes qui permettent de les modifier? Cela peut-il être un élément de gamification intéressant? Jean-Baptiste, la réponse est très clairement oui. Aujourd'hui, vous avez, à travers des outils comme Zoom, la possibilité d'en avoir certains, on va dire, standards. D'autres entreprises comme une qu'on connaît très bien et qui est vraiment magnifique, qui s'appelle Galéa, propose aujourd'hui de pouvoir mettre en fond des œuvres d'art d'artistes québécois et donne même la possibilité, si cette œuvre d'art vous plaît, de pouvoir, à travers un QR code qui est visible dans l'écran, de pouvoir le scanner et puis arriver sur un site transactionnel pour vous permettre d'acheter l'œuvre d'art. Donc vous voyez à quel point l'innovation est présente partout et ces nouveaux outils de communication qui existaient avant, mais qui ont été démultipliés aujourd'hui, font l'objet d'idées qui vont aussi dans le sens de contribuer au développement local. Donc Galéa, je vous invite vraiment à aller voir ça. Ils sont extraordinaires dans ce qu'ils proposent. Et oui, Jean-Baptiste, ça permet de pouvoir gamifier un peu tout ça et puis de proposer des fonds d'écran différents à chaque fois que vous êtes en rencontre. Question suivante. Au sujet de la tenue vestimentaire, pensez-vous qu'il y a des codes à respecter, des tenues à privilégier ou oublier? Je vais prendre celle-ci, Oli. Oui, en fait, oui, c'est une question très pertinente, privilégiée, et on essaie d'en être des bons élèves aujourd'hui, les couleurs unies et oublier tout ce qui est à motif ou qui présente trop d'éléments différents, pour la bonne et simple raison que plus il y a d'éléments à traiter par les logiciels de vidéo, plus c'est de données à transmettre et plus le risque de ralentissement de la vidéo, de pixelisation est grand. Donc la sobriété est une règle en la matière. Et on a une question aussi de Pauline sur le genre de musique. Alors genre de musique, bon, je pense qu'il faut ratisser, il faut choisir quelque chose qui soit le plus rassembleur, mais un petit truc vraiment vécu. Faire attention aux fréquences aiguës. Si le volume est un peu trop fort, les fréquences aiguës sont excessivement désagréables, surtout si, comme moi aujourd'hui, vous portez les écouteurs. Donc, faites attention à ça dans votre musique. Après, pour le genre, quelque chose qui plaise au plus grand nombre. Autre question de l'Anis, pensez-vous qu'il soit d'autant plus important d'avoir une personne qui joue le rôle du modérateur dans les rencontres virtuelles, animation, prise de notes, respect des règles? Ça dépend toujours de l'importance, entre guillemets, de cette réunion. C'est sûr que, comme vous l'a dit Pierre, idéalement, pour toute réunion, vous êtes capable de pouvoir avoir ce fameux checklist pour voir ce qui va pouvoir apporter un peu de piment à cette rencontre.
et la rendre agréable. Puis il y a certaines rencontres qui sont vraiment très stratégiques où là, effectivement, il faut être capable de cocher beaucoup plus de choses pour s'assurer de l'engagement maximal de tout le monde. Et là, oui, dans ces cas-là, on vous le conseille très, très clairement. Vous allez voir à quel point, entre guillemets, c'est prenant. Vous le vivez aujourd'hui. Faire un Zoom ou faire des rencontres virtuelles demande beaucoup plus d'attention et est beaucoup plus fatigant. Dans le réel, on peut tenir 1 heure de réunion comme ça. Dans le virtuel, au bout de 30 minutes, là, ça commence à devenir difficile. On vous conseille réellement de vous organiser avec vos collègues pour qu'il y ait un animateur et une prise de notes et quelqu'un qui gère l'aspect technique au besoin s'il y a une certaine complexité. On prend une autre question de Laetitia. Écouteur ou pas, avantage? On en a. Pourquoi? Parce que ça nous permet de ne pas avoir à forcer la voix. Et puis, ça permet aussi à ce que des bruits environnants ne viennent pas perturber le message et la qualité du message que vous voulez donner. Okay? Donc, oui, on vous le conseille très clairement parce que vous pouvez régler plus facilement le volume et puis parce que vous êtes dans votre bulle, vous créez cette bulle, donc cette concentration à l'intérieur même de la rencontre, c'est pas mal intéressant, surtout quand la rencontre est intense. On avait une autre question de Pauline, à savoir, est-ce que ces règles, tout ce qu'on vient de dénoncer, s'appliquent dans les événements physiques? La réponse est un grand oui. En fait, tout ça vient des événements physiques. Ce qu'on propose, nous, c'est justement de ne pas les oublier et de ne pas croire que parce qu'on est dans le virtuel, ce qui est vrai dans le physique ne l'est plus. Et au contraire, faire revenir ces éléments qui viennent du physique et les appliquer au virtuel. Excellent. Écoutez, on va, malgré ce petit retard d'une 30aine de minutes techniques tout à l'heure, on va rester dans nos 30 minutes imparties comme promis. On voulait tout d'abord vous remercier d'avoir été présent malgré ce petit délai. On aimerait aussi vous partager un peu une nouveauté que nous allons lancer, tout ce que l'on vient de faire en termes de webinaire dans le cadre de rencontres. Comme on vous l'a dit, on a su le mettre en place dans le cadre de grands événements et on va vous le partager à travers des recettes que l'on a déjà expérimentées, qui ont été pour la plupart des grands succès, pour vous permettre de pouvoir repenser vos événements d'affaires. On va vous proposer une série de webinaires gratuits sur des lives Facebook qui va amener pour ceux qui ont le plus d'intérêt vers des ateliers collaboratifs et même vers un accompagnement personnalisé. Cette offre va être proposée dans le cadre de la nouvelle aide gouvernementale PACME, on va vous envoyer plus d'informations, mais ça veut dire que ça va être des formations qui vont être subventionnées et qui vont vous permettre ainsi de pouvoir aussi, par rapport au temps qui va être accordé, obtenir une aide gouvernementale. Donc, assez intéressant. Les sujets qui sont encore en train d'être finalisés sont assez simples, en fait. Comment adapter, réinventer la raison d'être, la promesse de mon événement et en maximiser son impact. Comment adapter ou réinventer le modèle d'affaires de mon événement, le parcours d'expérience des parties prenantes et la livraison de mon événement, soit en ligne, soit en hybride, soit en face-to-face. Ce que l'on a voulu faire, c'est de vous permettre de pouvoir soit suivre l'entièreté du parcours et de revoir du why jusqu'au what, soit d'être capable de pouvoir rentrer à des moments que vous jugez être le plus stratégiques pour avoir une valeur ajoutée réelle à court terme sur comment est-ce que dès que le déconfinement va arriver, la reprise va arriver, vous allez pouvoir vous positionner pour accélérer véritablement l'impact que vous avez sur vos participants et revenir à leur esprit pour pouvoir recréer ces liens d'affaires. Donc, ça va être mis en place, on va en faire naturellement la promotion dans les prochaines semaines et on vous invitera sur ces lives Facebook gratuits qui ensuite, pour les plus intéressés, arriveront sur ces offres payantes de formation. Je pense qu'on a fait le tour, on est resté dans notre 30 minutes. Merci beaucoup Pierre pour une première. Merci Olivier. Grande première. On vous souhaite une belle journée, un très très bon week-end. Profitez-en bien, sortez, allez prendre l'air. Vous verrez que ça fait du bien. On est tous bien d'accord. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Bonne journée, merci encore et bon week-end. Bonne journée à tous.